Ok, il semble que tout le monde est là. Bon, on est à 400. Georges, bonjour à tout le monde déjà. Et Georges, je te donne le micro. Eh bien, écoutez, chers amis, bonjour, bonjour pour ce quatrième module. Nous sommes chaque fois très très heureux de vous voir très très nombreux. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de la SESDS. SESDS, c'est la Société Odontostomatologique de Savoie. Vous voyez ici notre petit sigle. Et vous voyez aussi notre première réunion Zoom. Voilà, c'est une société qui a plus de 50 ans. On pourrait dire qu'elle est ancienne, mais toujours très dynamique. Et la SEDS est une équipe de 17 très belles personnes, des gens très passionnés. Voilà. Et il faut savoir quand même que le plus jeune a 33 ans et le plus âgé 80 ans. Oui, parce que quand on est à la SOSDS, on y reste jusqu'à la mort, comme dirait Galabru. Mais à 80 ans, je peux vous dire qu'ils sont encore dynamiques et qu'ils nous donnent beaucoup d'eux. Donc la SOSDS, c'est 3 grands cours par an. 3 grands cours par an et un voyage congrès, parce qu'on a une superbe organisatrice de voyage congrès qui s'appelle Béatrice. Il n'y a effectivement pas beaucoup de parité. Nous avons que 3 consoeurs. Et vous pouvez nous rejoindre, les consoeurs, n'hésitez pas, on vous attend. C'est des petites réunions le jeudi, c'est très sympathique. Voilà. Et sur ces 3 grands cours, bien sûr, nous avons dû annuler malheureusement le cours de juin. Le juin qui était prévu avec Carole Lecomte et Sarah Méran. Sarah Méran, médecin. Donc vous voyez, on va chercher un petit peu nos conférenciers un petit peu partout. Nous allons avoir, par contre, en octobre, un congrès, un grand cours sur Chambéry qui va nous parler de caméras. Alors, on va organiser une battle des caméras et de leur flux numérique. Alors, cette formule va peut-être pouvoir, même dans les contextes actuels, être maintenue parce qu'elle se fera avec 7 caméras et sur 7 salles. Donc, si on n'a toujours pas le droit de dépasser le nombre de 10 personnes, eh bien, ce sera super parce qu'on pourra quand même faire ce présentiel. Sinon, eh bien, écoute, comme Jacques l'a dit tout à l'heure quand nous nous sommes réunis, on pourra prolonger les solutions webinaires puisqu'elles ont l'air de bien fonctionner. Et à ce sujet, je voulais vous présenter la prochaine session de dimanche avec notre ami Laurent Hirsch, quelqu'un qui est très impliqué dans la profession, notamment au niveau des URPS. Et dimanche, un petit peu sous vous viendrez avec vos petites bouteilles, vos verres, tout ça, on va un peu le vivre sous l'apéro avant le D-Day, ce que Jacques avait appelé le D-Day, le déconfinement day, puisque le lendemain, nous allons tous attaquer. Et le sujet de Laurent, justement, ce sera « Vivons sereinement notre reprise ». D'accord? Voilà. Donc, notre prochain rendez-vous après aujourd'hui, et malheureusement, ça va être notre dernier sniff-sniff. Ça, moi, je suis très, très ému de terminer aujourd'hui avec Jacques et Florence, Charlotte, Marius, Vincent, Sébastien. Voilà, c'est une partie de l'équipe qui a animé ça aujourd'hui, mais sachez que derrière, il y a 17 personnes. Aujourd'hui, j'ai repris la présidence, enfin, depuis un an à peu près, de cette merveilleuse société scientifique, très dynamique, mais je l'ai reprise après une période de présidence de 12 ans de Brigitte Renaud, à qui nous avons dû beaucoup, beaucoup aussi dans le développement de cette société. Alors, Florence, à Cannes, Jacques à Flumet, je vous donne la parole et la pêche. Oui, bien sûr qu'on a la pêche. C'est sûr qu'avec d'abord le beau temps, la reprise qui s'annonce et puis au fond plein de bonnes nouvelles. Comme d'habitude, je vous rappelle quelques vérités, hein. Nous sommes bénévoles, nous ne sommes pas en conflit d'intérêts. Nos partenaires nous ont aidés pour nous aider à payer les cadreurs et le montage des petites vidéos qu'on vous a proposées. Il y en a eu quand même presque plus de 20 donc, vidéos qui ont été faites spécialement pour vous.
Et bien sûr, toutes les associations, tous les partenaires qui nous soutiennent, et on les remercie vraiment chaleureusement, et tous nos amis qui nous ont aidés, et bien sûr la SOSDS et notre super président GG, Georges Gaillard, GG, donc, qui nous a beaucoup aidés. Pour poser vos questions, comme d'habitude, maintenant vous êtes vraiment des pros, donc le chatbox de Zoom, le Facebook de la SOSDS. On répond en fin de webinaire ou après, hein, donc on vous répond toujours. Là, ben, aujourd'hui, on est déjà à plus de 700 donc en ligne quand on mélange Zoom et le Facebook Live. Donc, merci, merci à vous d'être présents. Je vous rappelle que la première fois, nous avons parlé de comment reconstruire le carnet de rendez-vous. Donc, la deuxième fois, le deuxième rendez-vous, on a adapté nos locaux, le matériel nécessaire. La fois dernière, on a vu les gestes du quotidien. On a essayé de les simplifier, ces gestes, vous montrer un petit peu la gestuelle, comment on pouvait faire. Et aujourd'hui, on va finir donc par quelque chose de très important, le secrétariat, une nouvelle manière de communiquer, optimiser peut-être la téléconsultation et le téléentretien, qui sont quand même des voies d'avenir. Alors, petit résumé de ce que nous avons fait donc au troisième webinaire. Au troisième webinaire, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il fallait faire des checklists. Très important, les checklists. Récupérer tous les EPI, ça y est, on les a, ils sont dans les cabinets, on nous les a distribués, on les a commandés pour protéger notre personnel, nos patients et bien sûr nous protéger nous-mêmes. Écrire des protocoles, très important, partout, mettez des protocoles, des checklists partout. Raisonner le flux des patients pour bien protéger tout le monde. Aérer, bien sûr, aérer, ouvrez les fenêtres, c'est quand même le meilleur moyen donc pour éloigner le virus de chez nous. Et maintenant, je vais vous dire à vos marques, prêts, opérés. Et je vais passer la parole donc à Florence, en direct de Cannes. Donc, nous allons parler du secrétariat. Le secrétariat, c'est un poste qui me paraît très, très important et qui va donc nous permettre de travailler sereinement si le poste du secrétariat est bien géré. Donc, le secrétariat, c'est le pôle administratif, c'est l'image de marque du cabinet, c'est un poste qui est stratégique. C'est le lien entre l'équipe soignante, qui est l'assistante dentaire et le dentiste, et les patients qui sollicitent une demande, ces patients qui vont nous appeler nombreux et qui nous ont déjà fait parvenir leur demande, bien sûr, en amont. Et le secrétariat joue un rôle de régulation entre la demande et la possibilité que nous avons de gérer ces demandes. Bien évidemment, une journée n'est pas extensible, donc le secrétariat doit répondre aux demandes et nous laisser un petit peu d'oxygène pour que nous puissions travailler sereinement. Donc, quelles sont les qualités indispensables à cette personne que nous allons charger de ce rôle de secrétariat? Il faut évidemment qu'elle soit souriante même au téléphone, accueillante. C'est un poste qui demande du dynamisme, de la réactivité, une disponibilité qui doit être vraiment accompagnée de patience, de l'empathie et bien évidemment du professionnalisme. Parce que cette secrétaire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est chargée de mission. En fait, elle est chargée tout d'abord de la tâche administrative qui aujourd'hui est excessivement lourde au sein de nos cabinets dentaires. Nous sommes envahis de paperasserie et surtout dans cette période de crise, on a été donc inondés de mails et d'informations. C'est une personne qui doit connaître le monde du dentaire, alors qui a été ou assistante dentaire ou qui a du moins assister en visuel suffisamment d'actes pour comprendre un petit peu notre métier. Elle doit maîtriser parfaitement l'agenda et nous avons dû lui préparer des protocoles téléphoniques bien établis pour qu'elle puisse
répondre de manière cohérente et à propos à chaque demande. En période de crise, la secrétaire, elle est sollicitée, elle est au premier plan du problème. C'est grâce à elle que nous allons avoir des journées harmonieuses ou c'est à cause d'elle que nous allons avoir des journées désagréables. Donc, c'est très, très important de la former à ce qui va se passer. Donc, comment va-t-on la former? En fait, nous allons lui apprendre ce qui, pour nous, est une évidence. Donc, nous allons redéfinir tout ce qui caractérise les urgences pour que notre équipe soit bien au courant de ce que nous voulons. Donc, qu'est-ce que c'est une urgence médicale? C'est une situation pathologique dans laquelle un traitement, bien évidemment un diagnostic et un traitement doit être réalisé très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que dentistes, par rapport aux urgences? Donc, nous devons, nous, en tant que dentistes, recevoir et prendre en charge des consultations qui seraient non programmées, donc ces fameuses urgences. Et, bien entendu, je vais vous préciser ce que nous devons faire. Je vous rappelle l'article R4127-232 du code de notre code d'exercice. Le dentiste a le droit de refuser des soins, mais n'a pas le droit de refuser des urgences. Bien, donc à partir de là, les patients qui vont appeler et qui vont se présenter comme souffrants ou en demande d'un rendez-vous en urgence, nous allons devoir être réactifs et répondre à cette demande. Il faut bien définir l'importance de la demande et pouvoir classer ces urgences. Donc, nous allons avoir des urgences vraies et des urgences relatives. Des urgences vraies, ce sont des demandes qui ne peuvent être différées. Une infection, un abcès parodonto, apical, des cellulites, un traumatisme. Bon, vous avez remarqué que nous n'avons plus d'accidents. Nous n'avons pas eu d'accident pendant le confinement et des hémorragies, elles sont souvent dues à des interventions précédentes, donc nous ne devrions pas en avoir lundi. Mais des urgences relatives, nous allons en avoir. Elles vont être fonctionnelles, esthétiques ou psychologiques. Est-ce qu'on va pouvoir faire une prise en charge décalée? Il faut apprécier chaque demande au cas par cas. La secrétaire va devoir avoir de l'empathie, va devoir écouter et pourra proposer souvent une téléconsultation pour ces urgences relatives ou urgences de confort. Donc, il faut aussi savoir séparer les urgences internes des urgences externes. Qu'est-ce que c'est qu'une urgence interne? Une urgence interne, c'est un patient du cabinet. Un patient du cabinet, nous ne devons jamais refuser un rendez-vous à un patient du cabinet. Donc, comment la secrétaire va prendre cet appel ou l'assistante? En fait, il faut qu'elle fasse preuve d'empathie, qu'elle puisse lui donner un rendez-vous dans la journée. Par rapport aux questions orientées dès le départ, elle va pouvoir comprendre si c'est une urgence relative ou une urgence vraie. Donc, elle va proposer une téléconsultation dans tout ce qui lui semble une urgence relative, en proposant bien sûr plus de choix horaires pour cette téléconsultation ou ce téléentretien. Elle reposera les questions classiques habituelles, vérification des coordonnées, motif de laquelle, degré de stress, etc. Et comme elle connaît le patient, elle pourra donc, en suivant la personnalité du patient, donner ou une téléconsultation ou un vrai rendez-vous. Mais toujours répondre positivement à une demande d'un patient. Nous allons aussi être sollicités. Alors, excusez-moi, je vais vous présenter une petite vidéo donc, où Emmanuel donc, répond à une urgence interne. Cabinet dentaire, Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour, je suis monsieur François Jacques. Je vous appelle parce que pendant le confinement, j'ai toujours senti une petite douleur sur le bridge en haut à droite là, qui m'avait posé juste avant le confinement. Oui, attendez un instant, je regarde. Oui, je vois. Le docteur vous a posé un bridge sur un plan en février dernier. Oui, c'est ça, exactement. Oui, une petite sensation. J'ai comme la gencive
je me titille un peu, vous voyez, voilà. D'accord, bah écoutez, oui, effectivement, ce n'est pas normal que vous ayez mal sous ce bridge. Ok, ben je peux vous proposer une téléconsultation avec le docteur en fin de journée, si cela vous convient. Ah oui, je veux bien, oui. Voilà, ça vous évitera de venir et puis elle jugera du caractère urgent de ce que vous ressentez. D'accord, comment je fais alors? En fait, vous devez vous connecter via Doctolib, si vous avez déjà un compte. D'accord, ok, Voilà. pas de problème. Voilà, si vous n'avez pas de compte Doctolib, le docteur vous appellera. D'accord, très bien. D'accord, je vous inscris pour ce soir. 18h, d'accord? Merci beaucoup. Hein. Allez, de rien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous avez vu comment Emmanuel a géré en fait la demande. Nous allons d'abord évaluer l'urgence de cette demande pour après, pourquoi pas, proposer peut-être un vrai rendez-vous ou pas. Donc, les urgences externes, ce sont des urgences qui sont différentes puisque ce sont des patients que nous ne connaissons pas. Ce sont des patients qui sont de potentiels nouveaux patients. Donc, le secrétariat va devoir jouer un rôle de régulation par rapport à ces urgences. Elle va poser donc des questions précises sur le motif de l'appel, la symptomatologie, les facteurs déclenchants, des questions précises sur l'évolution des symptômes, depuis quand c'est arrivé, etc. Essayer d'évaluer le degré de souffrance, le degré de stress, c'est toujours pareil, l'état de santé, l'âge du patient et le questionnaire Covid rapidement. C'est un patient qui est un patient important, cette urgence externe, parce que c'est un potentiel nouveau patient pour le cabinet dentaire. C'est le carburant de notre cabinet dentaire, puisque nous devons toujours avoir des nouveaux patients. Donc, il est évident que là aussi, la secrétaire devra faire preuve d'empathie. Mais elle devra expliquer un petit peu le fonctionnement de notre cabinet dentaire par téléphone aussi. Donc, nous allons avoir une petite vidéo pour vous illustrer. Cabinet dentaire, Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au cabinet dentaire. Oui, tout à fait. Je vous appelle parce que vraiment j'ai très mal à une dent, pas dans les amis, j'en peux plus. Est-ce que quelqu'un pourrait me recevoir aujourd'hui en urgence, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous êtes déjà venu au cabinet? Non, jamais. D'accord, quel est votre nom? Madame Dubois. Oui, Madame Dubois, je note. Alors, comme vous n'êtes jamais venu au cabinet, je peux vous proposer ce que l'on appelle chez nous une première consultation. Le docteur fera un bilan complet de votre bouche, des examens radiologiques si nécessaire, et soulagera votre douleur. Mais du coup, elle va pas faire juste ma dent? Elle va pas faire juste votre dent, on va faire un bilan complet, on ne vous connaît pas dans le cabinet, donc il faut faire un petit peu le tour de votre bouche. Et ça va me coûter combien, ça? Alors ça, c'est un rendez-vous qui peut vous coûter entre 60 et 150 € avec une partie de prise en charge. Et c'est un rendez-vous qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Et donc du coup, je suis obligée de faire ça? Alors non, vous n'êtes pas obligé. Ce que je peux vous proposer en alternative, c'est que le docteur, ce soir vers 17 h, vous donne un rendez-vous en téléconsultation. Vous ferez connaissance ensemble, vous lui expliquerez ce qui vous arrive. Et puis si vous sentez que le courant passe bien et que vous vous sentez en confiance avec nous, on se donnera un vrai premier rendez-vous. D'accord. Non, moi vraiment, je veux le plus rapidement parce que j'ai très mal. Et si la dentiste, elle peut me recevoir, je veux bien venir, même si D'accord. j'ai des examens à faire. D'accord, bah écoutez, ça sera avec plaisir. Je peux vous proposer un rendez-vous demain matin à 11 h. Est-ce que cela vous irait? Ah, super, ok, merci. Et pour avoir quelque chose, une ordonnance ou quelque chose en attendant? Alors pour cela, le docteur va vous rappeler parce que moi je ne suis pas habilitée à le faire. D'accord, merci beaucoup. Alors par contre pour le rendez-vous de demain, il faudrait que vous vous présentiez avec un petit quart d'heure d'avance. Il faudra bien venir muni de votre carte vitale et d'un moyen de paiement. Et surtout avec un minimum d'affaires. Évitez manteau, sac, ce genre de choses. D'accord? D'accord. Je vais vous envoyer un petit questionnaire médical en ligne qu'il faudrait me remplir aujourd'hui avec des petites questions sur le coronavirus. Alors je vous donne mon mail, c'est ça? Voilà, je vais prendre votre mail, votre numéro de téléphone et avec le petit questionnaire, vous aurez en plus les modalités de prise en charge dans notre cabinet. D'accord. Ok. Alors,
Donc mon nom, Dubois, Oui, Charlotte, oui, il me faut votre numéro de téléphone. 06 Oui, 40. oui. Donc, comme vous avez vu, en fait, il y a une stratégie de communication qui a été mise en place. Bien sûr, on va toujours pareil donner un rendez-vous en fin de demi-journée puisque ce sont des créneaux pour les rendez-vous d'urgence ou de première consultation pour finir notre matinée ou notre après-midi. Et lors de ce premier entretien téléphonique, on communique sur cette prise en charge globale. Évidemment, on va répondre à la demande, on va soulager la douleur. Il faut toujours insister sur le fait qu'on va soulager la douleur, oui, mais quand on ne connaît pas un patient, on a une nécessité de faire connaissance avant de commencer des soins. Ça me semble évident. Donc, on le précise au téléphone. Déjà, ça évite tous les conflits lors de ce premier rendez-vous, et le patient sait absolument comment ça va se dérouler. Il est évident qu'au début, ce genre de stratégie paraît difficile à mettre en place, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça, on vous en parlera un peu plus tard. Donc, Charlotte, je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous montrer donc les tableaux et en fonction de la catégorie de patients, comment nous allons traiter les patients. Donc, du coup, on vous fait un petit rappel sur les différents groupes de patients qui ont été communiqués par notre Conseil de l'Ordre. Donc, il y a 4 groupes différents. On peut les scinder en 2 parties, les patients du groupe A et B et les patients du groupe C et D. Donc, les patients AB, on pourra leur faire les soins d'urgence et les soins courants. En revanche, les patients du groupe C et D, on pourra uniquement faire les urgences. Alors, dans le groupe A, on va retrouver tous les patients qui sont Covid négatifs et qui n'ont pas de symptômes. Donc, vous allez pouvoir les recevoir quand vous voulez. Pour les patients du groupe B, ce sont des patients qui n'ont pas de symptômes, qui sont négatifs, mais qui sont porteurs d'un facteur de risque. C'est-à-dire que s'ils contractent la maladie, ils peuvent avoir des formes plus graves. Donc, par exemple, vous avez les diabétiques, toutes les maladies immunodépressives, l'obésité IMC supérieure à 30, etc. Donc, pour ce genre de patients, vous pouvez les recevoir, mais il faudra plutôt les mettre en vacation le matin pour être sûr qu'on soit dans les conditions d'asepsie le plus optimum possible. Pour les patients du groupe C, c'est des patients qui n'ont pas de symptômes, mais qui sont en contact étroit avec quelqu'un qui est positif. Dans ce cas-là, il faudra attendre que la personne accompagnante ne soit plus malade. Et le patient du groupe D, c'est le patient qui est positif. Donc, pareil, tant qu'il y a des symptômes et qu'il n'est pas négatif, il ne pourra pas se faire traiter pour des soins courants. Donc maintenant, on va vous montrer un petit peu comment on a organisé notre planning. Donc je remercie mon collaborateur, le docteur Blavignac, qui a fait tous ces tableaux qui sont fort intéressants et utiles. Donc à gauche, vous pouvez voir comment on va organiser notre journée à peu près. Donc on commence par une petite vacation d'1 quart d'heure d'urgence pour les patients du cabinet où on sait qu'on ne va pas avoir besoin d'utiliser la turbine. Donc, par exemple, ça va être tout ce qui est recèlement ou petites gencives gonflées. Donc, c'est vraiment pour chouchouter nos patients. On commence par ça. Ensuite, on a scindé avec des blocs, ce qu'on a appelé des blocs. Donc, ce n'est pas forcément que de la chirurgie. C'est juste des créneaux de temps où on va mettre des gros rendez-vous. C'est pour ça qu'on a appelé ça bloc. Et hors bloc, plutôt pour des consultations. Donc, on va essayer d'optimiser au maximum le temps de nettoyage et d'asepsie des fauteuils. Donc, pendant ces 15 minutes d'aération, si possible, comme l'a dit le docteur Vermeulen, aller dans une autre salle et faire des téléconsultations. Comme ça, vous optimisez vos temps. Ensuite, on a mis une consultation hors bloc. Dans ces consultations-là, on pourra traiter des urgences externes, mais aussi faire les premières consultations, les bilans globaux, pour proposer ensuite une prise en charge du patient. On va vous montrer une vidéo pour vous expliquer comment on prend en charge une urgence interne du cabinet. Cabinet dentaire, Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour, je suis monsieur Dupont-Michel. Oui, bonjour monsieur Dupont. J'ai reperdu la couronne, parce que vous m'avez déjà fait une première fois. Donc, je voudrais prendre rendez-vous pour que vous me la refaissiez encore.
Alors, attendez un petit instant, je regarde votre dossier. Oui, je vois effectivement, le docteur, lors de votre dernier rendez-vous, vous a proposé un devis pour refaire ce travail. Je peux vous donner un rendez-vous pour le commencer, si vous le désirez. Oui, mais moi, je suis de travail, donc je préférais qu'on fasse comme la dernière fois. Le docteur me la refait, et puis après, on fera un peu plus tard. Et oui, j'entends bien votre demande. Malheureusement, pour le moment, au niveau des conditions sanitaires, les procédures de prise en charge des patients sont plus lourdes que ce que vous avez pu connaître avec nous. Et en fait, le docteur ne pourra vous recevoir uniquement que pour réaliser ce traitement. Elle pourra peut-être même vous le faire en une seule fois. Ah bon? En Oui. une seule fois? Oui. Est-ce que cela vous conviendrait? Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre à peu près 1h30. Bon, d'accord. Et quand est-ce que vous pouvez me recevoir, hein? Mais écoutez, je peux vous recevoir jeudi prochain à 10h. Ça vous va? Alors, je regarde. 2 secondes. Ça marche. Alors, parfait. Je vous note. Vous allez recevoir un SMS de confirmation. Mais aujourd'hui, vous allez également recevoir un mail de notre part avec des questions concernant le coronavirus. Il faudrait me le retourner d'ici 24 heures. Et s'il y a un changement de vos symptômes entre-temps... Pardon? Je n'ai pas vu le coronavirus. Mais justement, il faut se surveiller dans ce cas-là encore plus. Donc voilà, si vous avez des changements au niveau de votre santé, prévenez-nous d'ici là et on s'organisera. D'accord? Ok, vous inquiétez pas, je le ferai. Allez, parfait. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, donc pour vous faciliter la tâche, on vous a fait ce tableau pour aider vos assistantes à donner les rendez-vous à vos patients ou aux nouveaux patients en fonction du besoin et de la priorité. Donc à gauche, on a classé en une hiérarchie du plus important au moins important et on a bien scindé les patients du cabinet et les nouveaux patients. Donc on vous laissera la trame de ce tableau, libre à vous de l'adapter en fonction de votre manière de travailler et ce que vous voulez mettre en place. Nous, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire dans nos cabinets. Donc, par exemple, pour une urgence, si c'est un patient du cabinet, comme l'a dit le docteur de Metz, on essaye de lui trouver un rendez-vous dans la journée ou sinon, au minimum, lui faire une téléconsultation pour le rassurer. Pour un nouveau patient, c'est un petit peu différent. Il faut qu'on puisse quand même prendre un peu connaissance avec le patient et juger si c'est vraiment une urgence. Donc, on va plutôt lui proposer un téléentretien pour pouvoir un peu prendre contact. Par exemple, sinon pour un patient qui vient du cabinet pour la perte d'un amalgame, si on a déjà les radios dans notre dossier, qu'on peut regarder effectivement qu'on doit par exemple faire un onlay, on peut lui faire une téléconsultation et lui expliquer en lui envoyant un devis ce qu'on va faire. Et comme il a l'habitude de notre cabinet, on pourra directement prendre un rendez-vous d'1h, 1h30 pour faire taille, empreinte et éventuellement pause si on a un CEREC. Et ça va nous permettre de limiter les allées et venues au cabinet. Donc pour le nouveau patient, finalement, il y a vraiment, on peut scinder, il y a 2 grandes options. Soit c'est une urgence vraie ou relative, et dans ce cas-là, on lui propose un téléentretien pour juger du cas directement et voir avec lui ce qu'on peut mettre en place. Et sinon, pour tout le reste, on va lui proposer une première consultation bilan global où vous allez leur faire un bilan radio, éventuellement des photos et leur expliquer qu'on va faire une prise en charge globale. Merci Charlotte et merci Florence de ces belles explications et clarifications surtout, clarifications par rapport à tout ce qu'on a dit dans les webinaires précédents. Alors, on va essayer de vous parler de téléconsultation parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, la téléconsultation répond au Code de la santé et elle a été définie comme réalisée par un médecin avec son patient à distance qui peut être ou non assisté par un autre professionnel de santé, ce qui ouvre la voie à la télé-expertise, qui peut être différenciée de la téléconsultation. C'est offert aux médecins, mais également aux chirurgiens dentistes, aux sages-femmes, à tous les professionnels médicaux qui sont visés par les articles qui sont écrits là. Je ne vais pas vous les donner, ce n'est pas la peine. C'est un dispositif qui n'est pas nouveau, donc il a été mis en place début 2017 par un avenant 2 à la Convention médicale. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la base légale.
Et on va continuer pour notre ordre, cette base et ce cadre légal. Il y a un contrat de télémédecine bucco-dentaire, donc qui a vu le jour le 2 janvier 2019, donc l'année dernière. Et pour ce qui concerne la CPAM, alors là, bien sûr, on est un petit peu en cours, on va dire. Il n'y a pas pour l'instant d'acte CCAM qui concerne cette téléconsultation, ce qui en clair donc veut dire que la téléconsultation, vous pouvez la faire, mais vous pouvez la faire payer aussi, mais vous ne pouvez pas la faire rembourser puisqu'il n'y a pas d'acte CCAM. Mais légalement, vous pouvez faire payer ou ne pas faire payer. Ça, c'est libre à vous hein, donc de le faire dans la mesure où vous respectez, bien sûr, le tact et mesures habituels. Les prérequis pour faire cette téléconsultation, bien sûr, la mise en place de la téléconsultation ne relève que de vous hein, et que c'est vous qui décidez de le faire ou non. Ça doit mettre en œuvre une liaison vidéo de qualité, d'accord? Donc, on doit bien y voir. Donc, il faut avoir un bon Wi-Fi ou mieux être câblé, c'est encore mieux avec une fibre. C'est utile parce que sur la vidéo, vous allez pouvoir voir pas mal de choses dans la bouche des patients et donc il faut une bonne qualité. Bien sûr, cette technique de mise en place doit être sécurisée. On ne fait pas ça comme ça avec n'importe quel logiciel, d'accord? Hein, il faut que les données médicales restent confidentielles. Il faut que vous ayez une protection et l'hébergement des données, donc avec les règles habituelles concernant l'hébergement. Politique de sécurité des systèmes de l'information que vous connaissez. Hein, donc, tout doit être crypté. Donc, et chose très importante, le patient actuellement, avant le Covid, devait être connu du médecin et devait être en soins dans le cabinet, donc dans les 12 derniers mois. Ce qui est pour l'instant, donc avec la période du Covid, il y a une exception à cette règle qui a été faite de manière à pouvoir accepter aussi en téléconsultation des nouveaux patients. Le déroulement de cette téléconsultation, la prise de rendez-vous du patient va se faire donc avec un lien Internet. Il est invité à se connecter à un site ou à une application sécurisée. Il faudra que nous obtenions, et les plateformes dont on va parler tout à l'heure le comprennent, un consentement préalable du patient avant de réaliser la téléconsultation. Il devra même, la plupart du temps, donc faire une empreinte bancaire donc, pour s'inscrire. Empreinte bancaire, bien sûr, qui ne veut pas dire qu'il va payer. Hein, c'est vous qui déciderez, vous seul, et pas la plateforme, c'est vous seul qui décidez d'un acte gratuit ou d'un acte avec des honoraires. La prescription que vous seriez à même de faire pendant cette téléconsultation, elle pourra être transmise soit via papier, soit via une messagerie électronique sécurisée, et vous allez pouvoir d'ailleurs apposer votre signature donc, sur les ordonnances que vous feriez. Vous êtes tenu de faire un compte rendu à l'issue de cette téléconsultation, le mieux étant d'avoir accès à votre logiciel cabinet habituel et où vous allez pouvoir donc écrire ce compte rendu dans le logiciel et dans la fiche du patient. Quelles indications on va pouvoir faire avec la téléconsultation? Eh bien, pas mal de choses. Donc, quelques idées. Vous pouvez en avoir d'autres, hein, bien sûr. Pour les urgences externes ou internes, qui ne rentreraient pas dans les critères de rentabilité des mesures barrières. Il est évident que pour faire une ordonnance et pour voir un patient pendant 5 minutes, il vaut mieux éviter, à l'heure actuelle, de le faire venir au cabinet, car à ce moment-là, la rentabilité du cabinet va chuter. Ça va nous permettre de réaliser des prescriptions de confort. Ça va nous demander, on va pouvoir faire, par exemple, pour un nouveau patient ou un patient qui
a été en contact avec des personnes qui ont été touchées par le Covid, de prescrire des tests sérologiques ou des tests donc PCR, TP-PCR, donc que nous allons pouvoir donc lui transmettre via son smartphone ou son ordinateur. Ça va nous permettre aussi d'envoyer et de présenter des devis simples. On verra ça tout à l'heure. Les documents transmis sont dématérialisés en PDF et sécurisés. Et donc, pour un nouveau patient, en vue d'un traitement global, ça va nous permettre de nous entretenir avec lui, de recueillir ses motifs de consultation, de discuter un petit peu avec lui de ce qu'il veut faire dans sa bouche, et à ce moment-là, de mieux organiser et de prévoir le temps nécessaire pour ce premier rendez-vous, pour bien le programmer. Je vous rappelle que pendant la période de Covid, les nouveaux patients sont aussi admis en téléconsultation, ce qui n'est pas, pour l'instant, toujours dans le cadre légal de la téléconsultation, qui ne doit s'adresser qu'à un patient interne au cabinet et en soins dans le cabinet depuis moins de 12 mois. Mais tout ça évolue très rapidement, puisque nous sommes vraiment au bœuf à bas, on va dire, de ces techniques. Ça va nous permettre aussi de faire des suivis post-chirurgie et de voir le patient en face, c'est important, en cas d'œdème. Vous avez aussi des fois des patients qui se plaignent d'avoir des bleus, des trucs comme ça, qui sont inquiets. Et bien, ça vous permet de regarder, de les rassurer et de voir, et eux, ils savent que vous les voyez, et donc ça va les rassurer. Donc, c'est vraiment un outil fantastique. Si vous voulez adresser un patient à un correspondant, et bien, vous pouvez aussi le faire en téléconsultation. Ça, c'est une possibilité que vous avez pour adresser à un ortho, pour adresser à un ORL ou donc à un maxillofacial. Vous pouvez aussi faire ça. La mise en place, elle est simple. 2 courriers à faire, un au Conseil de l'Ordre, un à votre assurance. Des plateformes de téléconsultation, elles foisonnent actuellement. Donc là aussi, soyez quand même, je dirais, circonspect là-dessus. Faites-vous bien expliquer combien ça coûte, quelles offrent comme moyens techniques. Il faut aussi, c'est important que ces plateformes aient de la visibilité. Donc, je vous donne quelques noms qui sont actuellement donc, sur le marché. Voilà. Il y en aura certainement d'autres. Tous les jours, il y en a qui sortent. J'en ai beaucoup oublié, probablement. Veuillez m'en excuser, mais si vous voulez, on a un petit peu regroupé ce qui se faisait de mieux. Il y a même les ARS qui en proposent donc aussi, alors de manière temporaire ou définitive, on ne sait pas trop. Donc, vous avez le choix. Vous avez un choix énorme. Renseignez-vous bien sur le coût, sur les facilités d'utilisation et aussi sur la visibilité. C'est important. C'est une opportunité à saisir. Elle va considérablement modifier nos habitudes. Vous aviez d'ailleurs déjà en 2018, en mai 2018, donc ça fait maintenant 2 ans, vous avez dans la lettre de l'ordre, le numéro 167, donc vous avez déjà des avancées qui se sont faites et il parlait déjà à l'époque de premiers pas vers la tarification de la téléconsultation. Pour l'instant, non, je vous répète, non, la CPAM n'a pas prévu pour l'instant, mais c'est en cours puisque c'est déjà prévu, c'est toujours surprenant, pour les kinés, voilà, mais ça n'est pas encore pour les dentistes. Mais nous savons maintenant, avec le Covid, que nous sommes quand même les parents pauvres dans la communication de nos hommes politiques. Voilà, ça a été dit. Et je vais passer la parole à Florence, qui va nous donner des informations sur le plan de traitement, bien que ça ne soit pas le sujet du jour, mais c'est important de savoir comment on construit un plan de traitement, puisque pour faire des grands rendez-vous, il faut construire des plans de traitement. Florence, je te laisse la main. Oui, alors c'est effectivement un petit peu hors sujet, mais on va passer très très vite. L'idée est simplement d'expliquer et de faire comprendre à nos patients qu'ils ont le choix
de venir chez nous ou de ne pas venir. Donc, vous savez que j'aime bien les petites citations, donc je vous laisse lire celle de Paulo Coelho sur la force du pouvoir de décision de l'homme. Donc, le patient vient en urgence ou en demande de rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes des professionnels de santé, donc nous devons faire un interrogatoire avec un questionnaire médical, nous devons faire un examen clinique et pouvoir faire l'état initial de cette bouche comme si nous faisions une expertise. Et à partir de là, nous allons prendre des notes lors de ce premier rendez-vous pour pouvoir construire un plan de traitement. La construction de ce plan de traitement, si vous voulez, va se faire tranquillement après le départ du patient, quand on aura donc rassemblé un certain nombre de renseignements dont on a parlé précédemment. Donc, une fois que ce plan de traitement est écrit, vous pouvez donc le faire taper par votre secrétaire, le taper vous-même. Nous avons un mode de dictée vocale pour gagner du temps que nous avons mis en place dans notre cabinet parce que donc moi je fais des plans de traitement systématiques. Il sera présenté au patient. Alors la présentation du plan de traitement, c'est le moment où vous allez pouvoir expliquer votre manière de concevoir le traitement pour votre patient. Il doit y avoir plusieurs propositions thérapeutiques et vous allez, après avoir expliqué ce plan de traitement, présenter les devis. Elle s'accompagnera aussi de documents, de fiches explicatives sur les traitements prévus. Donc, ce plan de traitement, vous allez pouvoir le présenter de deux manières. Vous allez pouvoir le présenter ou par l'intermédiaire, donc comme vient de vous expliquer Jacques, d'une téléconsultation, c'est une téléprésentation. Donc effectivement, pour l'instant, nous n'avions pas du tout l'expérience de ce genre de présentation puisque nos patients venaient librement au cabinet, nous n'étions pas dans période d'épidémie, mais là, on en a discuté donc avec Jacques, nous allons nous lancer, nous allons présenter des plans de traitement. Alors lesquels? En fait, tous les plans de traitement simples, avec qui ne vont pas demander des explications vraiment très longues, nous allons les présenter avec une téléconsultation. Par contre, les plans de traitement plus lourds, je pense qu'il faut encore conserver ce rendez-vous que vous mettrez effectivement en début de matinée ou en fin de matinée, en début d'après-midi ou en fin de matinée pour pouvoir avoir ce contact direct qui nous permet très certainement d'être plus convaincants. Alors, comme vous l'a dit Florence à l'instant, la téléprésentation des plans de traitement et des devis, c'est certainement, et je vous l'ai dit, c'est certainement une voie d'avenir. D'abord parce que sur l'empreinte carbone, c'est excellent, on n'a pas besoin de déplacer le patient, que ce soit en ville ou en montagne, hein. Donc les déplacements sont chronophages, pollueurs, et donc c'est important de ne pas faire ça. Donc c'est une voie d'avenir. On est en capacité, c'est le grand mot à la mode, hein, est-ce qu'on est en capacité de faire ou est-ce qu'on n'est pas en capacité de le faire? Nous sommes en capacité de le faire, mais nous n'avons pas encore assez d'expérience pour vous en parler. Donc, tout ce qu'on vous a dit, vous savez, tout au long de ces 4 webinaires, c'est des choses que l'on fait, et même on vous a dit des choses, on a tué des choses que nous faisons, mais en tout cas, tout ce qu'on vous a dit, nous le faisons. D'accord? Donc ça, c'est très important. Pour l'instant, là, on commence, on est au balbutiement. Donc, par contre, on se réserve donc un rendez-vous futur avec vous tous pour vous expliquer comment le faire et quels logiciels seront le plus adaptés pour le faire. Actuellement, vous avez Zoom sur lequel vous êtes connecté, vous avez Microsoft Teams, vous avez Skype, vous avez TeamViewer, vous avez AnyDesk aussi. Vous avez plein de logiciels qui vont permettre de le faire. Ça, donnez-nous encore quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et on va pouvoir vous expliquer tout ça. Arthur, donc, qui est aux manettes aujourd'hui, travaille aussi énormément dessus. C'est un geek
Arthur. Donc, Marius. pardon, c'est un geek. Et donc, il travaille énormément dessus. Et donc, il va nous amener des informations importantes. Voilà, donc, et c'est aussi Marius qui a trouvé, pour la signature des devis via des plateformes, il a trouvé donc des logiciels qui permettent de le faire, des plateformes qui permettent de le faire. Il y en a une qui s'appelle Eversign. Donc, c'est sensationnel parce qu'on peut faire signer à distance les patients. Donc, les documents sont dématérialisés, donc on n'a plus besoin d'imprimer des choses, tout ça, c'est téléchargeable. Et en plus, ça rentre directement dans le dossier patient. Voilà une petite signature que vous allez pouvoir faire comme ça, donc à distance. On envisage même d'ailleurs des règlements comme ça aussi qui pourraient se faire à distance. Donc ça, c'est des choses que il y a même pas 3 ou 4 mois, n'envisageait pas. Et que pour l'instant, et là maintenant, vous voyez, ça se met en place. On y pense et c'est très bien. Et bien voilà, donc on arrive au bout de ce 4e webinaire. Et Florence et moi voulons remercier tous les gens qui nous ont aidés. Florence. Donc, je remercie donc Emmanuel, Nathalie, Chloé, Clémentine, Fanny et Charlotte. Charlotte qui a participé activement à ces webinaires. Et moi, je remercierai tout mon cabinet avec Marianne, Martine, Aurélie, Delphine, Caroline, Élodie, Joël, mes associés, Johanna et Thierry, qui ont été vraiment extraordinaires, que vous avez vu beaucoup sur les vidéos. Donc, mon épouse, Laurence, qui m'a beaucoup aidé quant aux corrections orthographiques. Voilà. Et bien sûr, avec Florence, nous remercions Georges, Marius, Vincent, Sébastien. Sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Et puis, nos cadreurs, Julie et Marc, qui ont fait un travail extraordinaire aussi et qui nous ont servi en temps et heure et avec beaucoup de pression les vidéos qu'on vous a montrées. Alors, je voudrais aussi, bien sûr, avec Florence, on voudrait vous remercier tous. Ce matin, vous étiez entre 800 et 700 ce matin à nous suivre et on voudrait, par cette petite vidéo, vous dire un grand merci. Merci à vous tous et je ne voudrais pas manquer l'occasion de vous annoncer et de vous donner nos mails de manière à ce que si vous vouliez donc prendre contact avec nous, nous poser des questions, organiser des formations donc avec nous, eh bien vous puissiez le faire tout simplement en nous contactant directement et on se fera un plaisir donc de vous répondre. Un rendez-vous important tout à l'heure à 17h avec donc Patrick Missica et Patrick Limbaud et Pierre Keller et Olivia Véran. Donc, pour ceux qui font de l'implantologie, de la chirurgie implantaire, eh bien, ils vont nous donner tous les bons conseils. Donc, c'est sur ce Zoom, donc tout à l'heure à 17h. Et pour vous rappeler encore un autre rendez-vous que Georges vous a décrit en début de conférence avec Laurent Hirsch, dimanche 10 mai. Vivons sereinement notre reprise pour vous donner du bonheur, de l'espoir et le dynamisme sur cette reprise du D-Day, donc du lundi 11 mai, grand jour pour nous. C'est l'occasion ou jamais de changer notre manière de travailler, c'est l'occasion ou jamais de partir sur un carnet de rendez-vous vide que nous allons structurer efficacement pour que vous puissiez rapidement trouver une rentabilité dans vos cabinets dentaires. Maintenant, comme d'habitude, vous posez vos questions et on va avec toute l'équipe de la SOSDS, avec Johanna à côté de moi,
avec Charlotte, avec Georges, avec Marius, avec Sébastien, avec Vincent, avec Florence. Donc, on va essayer de répondre à vos questions. Jacques, je prends la parole. Je voudrais te remercier particulièrement. Tu es, bon, je dirais, devenu le pape de la formation. Écoute, vraiment. Une personne que je voudrais remercier, enfin des personnes aussi que je voudrais remercier, et je vais te poser des questions après, c'est Mariana, la femme de Marius, parce que, écoute, Marius, j'ai peut-être passé 2 heures par jour en contact avec lui. Jacques aussi, et il est formidable. Alors, Mariana, merci de nous avoir laissé des bouts de ton Marius, encore hier soir en plein barbecue, où je suis allé le déranger. Et remercier aussi ma compagne, bien sûr, Isabelle. Voilà. Et tout mon cabinet, et parce qu'ils ils ont beaucoup travaillé cette semaine. Alors, vous avez tous travaillé, je pense, en suivant les conseils de Jacques. Et maintenant, Jacques, je vais te poser une question. C'était une question toute bête sur un logiciel dont tu te sers pour la dictée vocale. Tu nous l'as présenté plusieurs fois lors de tes formations à la SOSDS. Et j'ai oublié le nom. Je suis un très Alors, mauvais élève. c'est Dragon, donc c'est un logiciel qu'utilisent depuis très longtemps les radiologues en particulier. Ils font énormément de comptes rendus, ça marche super bien. Donc, c'est de la dictée vocale, mais avec un dictionnaire médical et un dictionnaire dentaire. Donc, c'est vraiment super parce qu'il y a un dictionnaire dentaire. Et donc, ça reconnaît votre voix, ça s'habitue à vous, ça vous corrige. Et surtout, ça écrit très, très vite. Donc, on perd très peu de temps. Un gros plan de traitement, un gros plan de traitement avec un peu d'habitude, mais vraiment un truc où il y a de l'implantologie, de la paro, de tout ça, de la prothèse. On prend à peu près entre 10 et 15 minutes pour le réaliser, le dicter. Et à ce moment-là, tout de suite, il est écrit. Alors, certes, il y a quelques fautes, mais après, vous avez un correcteur qui s'associe à ce logiciel et qui va vous corriger. Et après, bien sûr, les secrétaires vont faire le reste. Alors, on a des questions. Une question de comment on fait avec le patient d'un confrère qui nous demande un rendez-vous en urgence? Ce n'est a priori pas un potentiel nouveau patient pour le cabinet. Ah ben, on est déontologique, hein, bien évidemment. Donc, on le soulage et on l'adresse et on le réadresse donc à notre confrère. Voilà, comme d'habitude, ça ne change rien. On a une question sur la téléconsultation. Quel est le risque à envoyer et à faire payer 23 € la consultation pour la téléconsultation? Alors, si vous ne faites pas rembourser, il n'y a pas de risque. Le problème, c'est que vous prenez des risques du moment où vous faites rembourser. Voilà. Donc, vous devez donc d'informer le patient hein, qu'il ne sera pas remboursé. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut être très clair avec les gens. De toute manière, nous avons plein d'actes hein, actuellement donc à notre disposition qui ne sont pas pris en charge et ces actes-là ne vont pas augmenter. Hein. Vu le contexte économique et socio-économique dans lequel nous allons être plongés, autant vous dire que les actes remboursés vont rester où ils en sont, point final. Et donc, il y a plein d'actes dentaires qui existent, beaucoup, qui ne sont pas remboursés. Et la téléconsultation, pour l'instant, fait partie. Voilà. Mais je vous rappelle que vous avez la liberté de la faire gracieusement. Sauf que, quand même, ça coûte très cher. Hein. Donc, entre 70 et 80 € par mois par praticien, plus le temps que vous passez, et ben, ça fait quand même des sous. Donc, on ne peut pas tout faire gratuit. Voilà. C'est un service. Les services, ça se paye. Alors, on me demande à quel moment vous le faites régler. À quel moment vous le faites régler? Le patient, quand il s'inscrit sur une téléconsultation, quel que soit le site, hein, je pense, quelle que soit la plateforme, eh bien, quand il s'inscrit, il est obligé de faire une empreinte bancaire. Donc, il fait une empreinte bancaire. Et après, quand vous discutez avec lui, vous savez qui il est et tout ça, hein, vous voyez aussi la demande, si vous voulez, hein, donc qu'il a, vous avez le choix donc de faire gratuit, 0, ou alors le montant que vous voulez. Donc, nous, on a défini, par exemple, dans notre cabinet, que le montant maximum serait de 69 € pour vraiment quelque chose de très compliqué, on va dire.
puisque c'est le montant qui est la limite avant de faire un devis. Voilà. Donc, on est en limite de faire un devis. Mais la plupart du temps, bah, c'est le tarif d'une consultation. Voilà. J'ai une question pour Florence. Par exemple, dans un cabinet où il n'y a pas de secrétaire attitré, et pour éviter de faire des fautes d'asepsie avec le téléphone, il y a une consoeur qui voulait mettre en place un créneau pour les appels entre 11h et 12h et maintenir les mails pour les personnes qui ne pouvaient pas appeler à cet horaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Un créneau, excuse-moi. Un créneau de conserver le téléphone juste pendant 1 heure dans la journée pour répondre et sinon de tout traiter par mail. Oui, bon, mais je peux répondre à cette question. Je pense que le répondeur téléphonique en donnant l'adresse mail du cabinet, c'est très très bien. Et dire qu'on va rappeler après le mail, c'est ce qu'on a fait pendant tout le confinement. On peut rappeler au moment opportun en rappelant très vite et en étant très réactif. Maintenant, peut-être qu'1 heure par jour répondre au téléphone, ça me paraît insuffisant. Moi, je mettrais en place au moins 2 créneaux d'1 heure de réponse. Voilà, le matin et l'après-midi, peut-être, en arrivant, enfin, ça c'est à voir, mais à mon avis, 1 heure de créneau, c'est insuffisant. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Oui, ben évidemment, là, on va avoir une période très difficile. Hein. On va avoir une période lundi, à partir de lundi. Pas tellement au niveau des praticiens, hein, mais au niveau du secrétariat, ça va être très compliqué parce que chacun va se considérer comme une urgence absolue. J'ai attendu pendant 2 mois, donc je suis une urgence. J'ai perdu un provisoire, je suis une urgence. Donc tout le monde va être des urgences. Et c'est là où il va falloir suivre les conseils de Florence et de Charlotte, qui nous a très très bien expliqué ça sur ces tableaux, hein, donc pour essayer de bien cadrer et avec empathie de faire comprendre que nous sommes saturés et qu'on va vous prendre, mais pas dans les heures qui viennent, peut-être dans les jours qui viennent, peut-être dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà. Ça va être tout. Le secrétariat, Rové et Florence vous l'a expliqué, là vraiment, il va falloir des gens qui arrivent à résister à l'agressivité de certains patients parce qu'il va y avoir de l'agressivité et donc il ne faut pas faire monter la pression, il faut au contraire la faire descendre. Jacques, aussi une autre question pour ceux qui ne veulent pas utiliser Doctolib et qui voudraient faire des téléconsultations avec Zoom en envoyant les ordonnances par leur logiciel pour que ça soit sécurisé. Quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en place pour se faire régler sans passer par la plateforme Doctolib qui est très pratique hein, d'ailleurs pour les règlements. Mais si on ne veut pas utiliser Doctolib, est-ce qu'on peut envisager par exemple des virements via des applications ou des virements bancaires? Alors là, si vous voulez, j'ai pas de réponse parce que je ne me suis pas posé la question moi-même. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est mon cheminement. Comment je suis arrivé à faire la téléconsultation avant le Covid? Tout simplement parce que vous savez, je suis installé en station de ski et donc l'hiver, on a pas mal d'urgences qui nous appellent tous les week-ends et en dehors des heures d'ouverture. Donc, on essaye d'y répondre au maximum. Et c'est pour ça que j'ai mis en place la téléconsultation donc, dès le mois de novembre. Pour ce faire, je suis allé voir donc, à l'ADF, je suis allé sur le stand de l'ordre pour me renseigner et demander si j'avais le droit de le faire, ce qui m'a été confirmé. Et c'est eux-mêmes qui m'ont envoyé vers la plateforme que tu viens de citer, c'est-à-dire Doctolib, qui était à l'époque la plateforme la plus avancée je dirais, sur le plan technologique pour la téléconsultation. Ce qui n'est plus le cas actuellement, puisqu'il y a d'autres opérateurs qui se sont mis sur le marché et qui font exactement la même chose. Maintenant, comment faire payer le patient en dehors de ces plateformes? Je n'ai pas de réponse et je n'ai pas réfléchi pour l'instant du tout à ça. Peut-être qu'on y réfléchira, peut-être à l'avenir, on vous donnera des moyens. Mais je pense que de toute manière, il faut quand même que les plateformes que vous utilisez rentrent vraiment dans le cadre légal, dans la sécurisation. Et ça, c'est très important, du cryptage des données et de la confidentialité des données. On a aussi une question qui revient souvent, peut-être pour Florence. La question, c'est comment est-ce qu'on peut du coup obtenir une rémunération entre 60 et 150 € pour la première consultation? Il n'y a pas de problème, je réponds.
Alors, quand on reçoit un patient pour un bilan complet, on fait un bilan radiologique long con. Donc, si on fait que le bilan radiologique, c'est 70 euros. 70 € à peu près, suivant le nombre de radios. Ensuite, si on rajoute à ce bilan une recherche de pathologie, on peut peut-être être amené à faire un CONBIM. Ça dépend vraiment des cas. On peut être amené à faire des photos, des modèles d'études. Donc, ça dépend des cas. Donc, la fourchette de prix de la... On ne cote jamais une consultation en même temps que des radios. Donc, nous, dans notre cabinet, au premier rendez-vous, nous ne cotons jamais de consultation. Mais les examens que nous allons faire, qui peuvent être nombreux, peuvent nous amener à être dans ces fourchettes de prix-là. Et c'est pour ça qu'il faut prévenir le patient avant, qu'en fonction de son cas, peut-être qu'on va être amené à faire des examens complémentaires, les photos, les modèles d'études, et dans ce cas-là, c'est des codes qui sont non pris en charge par la sécurité sociale, et c'est à vous de mettre le prix qui vous semble le plus juste pour le travail que vous comptez fournir pour présenter un plan de traitement correct. Alors, pour les bilans photo, j'ai vu passer une question, ça allait un peu dans le même sens. Donc, les bilans photo, alors là, par contre, vous avez un code CCAM, hein, donc pour un bilan photo, vous avez un code CCAM aussi pour des empreintes d'études, vous avez un code CCAM pour un enregistrement au CLUSAL. D'accord? Donc, là, vous avez des codes et vous êtes donc en catégorie NPC, hein, donc, et là, ben, vous utilisez ces codes, toujours pareil, avec tact et mesure. Donc, mais c'est grâce à ça que vous allez pouvoir être efficace à la fois professionnellement, parce que vous arriverez à faire un bilan qui va être, je dirais, circonstancié et puis appuyé sur des certitudes. Et vous allez pouvoir aussi, d'un autre côté, eh bien, rentabiliser votre plateau technique et votre savoir-faire et votre expérience. Et surtout, en ce moment, avec, je dirais, les frais supplémentaires qui sont inhérents donc, aux EPI et au temps que nous devons passer pour désinfecter les fauteuils. Vous savez que de ce point de vue-là, vous n'avez pas le droit, pour l'instant, hein, donc de coter quoi que ce soit ou de faire payer aux patients quoi que ce soit pour ces équipements supplémentaires donc, que vous avez de protection et d'hygiène. Ça, vous ne pouvez pas demander aux patients un supplément pour ça. Mais par contre, vous avez, quand vous faites un bilan, vous avez des codes à votre disposition et qui sont la photographie, les moulages d'études, les enregistrements au plus haut. Et puis un bilan, rappelez-vous quand même qu'un bilan rétroalvéolaire complet, un statut radio, c'est très important et très efficace pour trouver des pathologies. Oui. Je vais reprendre sur les explications. Je pense que tout ça, ça se fait avec tact et mesure. Ça veut dire que si c'est une adolescente de 18 ans qui a une bouche parfaite avec une carie sur une dent, ben justement, on a un long rendez-vous. Donc, si c'est un patient, on peut peut-être prendre le temps de faire une consultation qui va être plus rapide avec un bilan radio qui permet de faire le diagnostic. Et après, pourquoi pas, si le patient accepte et avec lui présenter le devis de ce qu'on aura à faire et de commencer les soins. Ça, c'est à vous d'adapter, mais ça vous permet de pouvoir travailler sereinement et d'être dans une organisation qui est correcte. Oui, et puis même sur le plan parodontal, Florence, je veux dire que combien de nos patients sont venus nous voir, des nouveaux patients nous disant, donc sur lequel nous avons immédiatement diagnostiqué une maladie parodontale, et combien de patients sont venus nous voir en nous disant « Ah, mais on ne me l'a jamais dit, hein, on ne m'en a jamais parlé. Hein. » Alors, je veux dire que la maladie parodontale, on connaît maintenant les conséquences dramatiques qu'elle peut avoir sur la santé, hein, donc avec des maladies systémiques dramatiques. Et on ne peut pas laisser passer la maladie parodontale. Donc, ça veut dire que, par exemple, faire un test donc, de bactériologique sur la maladie parodontale, ça fait partie de notre arsenal thérapeutique et on peut très bien le faire et le mettre en place à la première consultation parce qu'on va voir que ce patient a un risque donc parodontal, soit un risque parce qu'on le voit,
soit parce qu'il y a des saignements importants, soit parce qu'il y a une hygiène qui n'est pas bonne, soit parce qu'il a des antécédents familiaux qui peuvent être négatifs. Donc tout ça, c'est un arsenal qu'on a à notre disposition et qui peut très bien se mettre en place donc, lors de ce premier entretien, pourvu qu'on ait le temps de le faire. Et c'est pour ça qu'on vous suggère d'avoir du temps pour le faire. Prendre le temps pour le bilan radio, parce que c'est un acte, comme je vous ai expliqué la dernière fois, qui est un acte qui est considéré comme souillant. Alors, les tableaux, on pose la question sur Facebook, si les tableaux que Charlotte nous a présentés vont être sur le site de la SOSDS. La réponse est oui. Oui, on pourra vous le donner en version modifiable aussi si vous voulez modifier et mettre vous-même vos indications. Comme ça, ça sera plus rapide. Vous savez que nous avons, depuis le début, mis à votre disposition tous les documents dont nous avons parlé, toutes les vidéos que nous avons parlé. Sachez par exemple que le premier webinaire donc, a recueilli en replay plus de 19 000 replays et que les suivants, le 2 et le 3, ont recueilli 8 500 replays. Et aujourd'hui, je ne peux pas encore vous donner le nombre, mais je suis sûr qu'on va toucher aussi un très grand nombre. Et une fois de plus, merci mille fois de vous être connectés si nombreux. Ça nous a fait très chaud au cœur et vos remerciements que nous avons reçus après nous ont fait chaud au cœur et nous ont encouragés à poursuivre dans cette voie. Jacques, pour les documents, on est encore en train de les préparer. Tous ceux qui ont liké ou suivi la page Facebook de la SOSDS vont être notifiés quand on va mettre à jour les documents, parce que là, on prépare aussi les derniers PDF et tout. Et vous allez être notifiés quand les documents seront sur le site, sur la page. Voilà. Efficacité. On a aussi eu pas mal de questions sur les masques qu'avait l'assistante du docteur Demestre, les masques audio. Donc, il a été trouvé sur Amazon. Il faut juste que vous fassiez attention parce que ça dépend vraiment de la marque de votre téléphone. Donc, ne faites pas l'erreur et vérifiez que ça soit bien adaptable à votre marque de téléphone. Ah oui, ça c'est exceptionnel, elle, le casque, là. Ça a changé la vie des manuels. Et ça coûte entre 20 et 30 euros. Et alors, les calots, et vous pouvez même les coudre, vous, les calots. Ça, c'est pour les fashion victimes. On nous demande beaucoup la marque de vos calots. Alors, les calots, on achète sur lespetitscalots.com, on a acheté sur pas mal. On en a fait, là, on a trouvé une couturière qui nous les fait, là, en ce moment, à Cannes, et on a choisi plein de super tissus. Voilà, et toutes les filles de mon équipe ont des calots depuis un bon moment. Ouais, ça fait bien 4-5 ans qu'on travaille comme ça. On avait peur que vous les achetiez chez Hermès ou donc, chez Dior, mais bon, vous nous rassurez. Cet humour. Florence, je voulais remercier aussi les participants à nos webinaires qui ont eu l'élégance de s'inscrire à la SOSDS, mais qui sont membres maintenant de la SOSDS par l'intermédiaire de la SOS, du site internet sosds.org, sur lequel vous retrouverez tous les documents que Marius va vous mettre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'il y a encore des questions, nous y répondons. De toute manière, même si vous les mettez par mail, vous savez qu'on essaie toujours de vous répondre. Georges, d'ailleurs, a pris à sa charge des centaines de réponses qu'il a fait. Il a passé, des heures à répondre à vos questions. Et vraiment, encore merci à toute l'équipe de la SOSDS, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Et puis, bien sûr, à Johanna, Charlotte et Florence qui ont fait un travail admirable. Et venez nous voir à Chambéry, vous allez voir. On va vous mettre la pêche dans nos présentiels. Alors, on a un message de mon ami Bernard Canas, de la Sapo Implant, donc il nous écrit bravo à l'équipe SOSDF sur ce magnifique travail dictatiel.
et simple, efficace, et un salut particulier à Jacques Vermeulen. Bon, voilà. Donc, merci à toi, Bernard, et merci à Nicolas d'avoir fait tant de choses, d'avoir participé avec moi à cette étude sur la chirurgie guidée, et on espère vous voir bientôt. Il y a un rendez-vous à l'ADF avec vous sur la navigation dynamique en chirurgie guidée. Donc, on se donne rendez-vous à l'ADF pour ça. On se donne aussi rendez-vous sur un sujet que nous allons traiter donc, avec Florence et avec Geneviève Wagner. Nous allons traiter donc, de l'éthique et de la rentabilité dans les cabinets dentaires. Donc, merci à l'ADF de nous avoir sollicités pour cette conférence qui va être, j'espère, bien remplie et où nous ne mâcherons pas nos mots. Pas de langue de bois. Et on va continuer. Pas de langue de bois à la SOSDS. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va se dire au revoir. On est triste. On est triste. On est triste. Il va falloir qu'on se dise au revoir. Voilà. Dimanche, on se retrouve et je veux que tout le monde ait sa petite bière, son petit verre de blanc. Charlotte, tu prépares ton mojito, toi qui as arrêté de boire, tu m'as dit tout à l'heure, pour dimanche 18h. Donc, apéro formation, il ne fallait pas le dire, Charlotte, excuse-moi. Donc, écoute, avec Laurent Hirsch, je vous rappelle, donc vous nous joindrez sur la page Facebook comme d'habitude. On vous attend, nombreux. Au revoir. Alors, on va peut-être finir. Je vais reprendre un petit peu la main sur le webinaire, et pour vous remettre cette diapo en signe d'au revoir et de remerciement. Au revoir à tous. Allez, au revoir. Au Au revoir tout le monde. À la prochaine. À